Françoise Bonnardel, je te remercie de me consacrer un petit peu de temps pour parler de ton intervention, alors vidéo, lors de notre deuxième édition du Festival de la Merveille et des Mystères, qui aura lieu au château de Fervaques, le Quinor, les 28, 29 et 30 juin. Tu étais une de nos invités de choix à la première édition. Cette année, donc, ton actualité fait que tu ne pourras pas être présente, mais tu as accepté de faire une petite vidéo de présentation pour l'hommage que nous rendrons cette année à Paul Barbanegra. Donc un hommage en clôture du festival, au début, avec la projection du film sur le Mont Saint-Michel, puisque notre festival parle, entre autres, mais de façon quand même assez majoritaire, du patrimoine normand. Et puis il y aura également un film de Paul Barbanegra, dont je garde encore la possibilité du choix, à la fin du festival, donc le dimanche. Alors avant de parler de Paul Barbanegra, on va parler de toi, Françoise. Et puis, je te l'avais déjà dit, mais tu es, et je pense que je ne suis pas le seul, un penseur dans mon esprit très très important. Je pense qu'on est assez unanime, toutes les personnes qui s'intéressent à nos sujets comme l'alchimie, l'hermétisme, etc., pour dire que ton œuvre est fondamentale. D'ailleurs, j'ai extrait de ma bibliothèque 4 ouvrages. Donc, il y a le livre sur la gnose de Jung, il y a la philosophie par le feu, la philosophie de l'alchimie, et puis la voie de l'hermétisme. Françoise, donc je te donne la parole pour nous dire, est-ce que toi, tu as d'autres ouvrages qui sont pour toi aussi importants que ces quatre-là? Disons que ces quatre-là, c'est un peu les piliers du travail que je fais depuis pas mal d'années déjà maintenant, euh, et qui sont consacrés essentiellement soit à l'hermétisme, à la gnose, à l'alchimie, des savoirs traditionnels anciens donc, dont je me suis efforcée de montrer aussi l'actualité, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on peut encore aujourd'hui se sentir concerné par les questions qui étaient posées par les alchimistes ou par les gnostiques. Donc ces quatre ouvrages, c'est effectivement le socle de tout ce que j'ai écrit. Mais il est vrai que j'ai eu envie de me diversifier, disons, et tout en gardant ce fil conducteur, c'est-à-dire en fait l'alchimie est présente dans pratiquement tout ce que j'écris, mais d'une façon qui n'est pas forcément apparente, qui est parfois plus secrète. Puisque la question m'est posée, c'est vrai que mon livre préféré, celui dans lequel j'ai eu le sentiment d'être au plus près de ce que j'avais envie d'écrire, c'est le livre sur Dürer, sur Albrecht Dürer. Le triptyque pour Albrecht Dürer, qui n'est plus d'ailleurs en librairie parce que la maison d'édition a cessé d'exister et que je vais faire rééditer. Mais c'est un essai beaucoup plus personnel, écrit dans un style moins, disons, sinon académique, parce que j'espère que ce que je fais n'est pas trop académique, mais quand même beaucoup plus personnel, plus littéraire, plus poétique. Et c'est un livre que je placerai en premier. Pourquoi? Parce que l'écriture en est plus libre, et puis parce que je parle d'un artiste exceptionnel. Si tu veux, c'est un petit peu comme mon essai sur Antonin Artaud. Voilà, ces deux livres, je les mettrai à part, parce que à travers un auteur, j'ai l'impression d'avoir moi-même parlé de mon propre cheminement et d'être allé au plus près d'un type d'écriture qui me tient à cœur. Oui, puis tu m'as expliqué en fin de compte que c'était une sorte de nouvelle veine d'écriture qui peut-être s'ouvrait avec ce livre sur Durer et que tu as l'intention, voilà, de poursuivre et puis de nous livrer donc dans les années qui viennent de nouveaux livres avec J'espère. une présence de Françoise Bonnardel plus prégnante, moins effacée derrière la transmission de Oui, fromageurs. oui, disons que jusqu'à présent, euh, comment dirais-je, ma présence, ou en tout cas
mon cheminement propre transparaît derrière un sujet comme la gnose ou l'hermétisme ou l'alchimie ou d'autres questions. J'ai écrit pas mal sur le bouddhisme aussi. Et que j'ai envie d'inverser les choses maintenant, c'est-à-dire de partir d'un cheminement personnel pour rejoindre un certain nombre de questions fondamentales qui de toute façon m'habitent et qui ne vont pas disparaître pour autant. Je n'ai pas l'intention de verser dans le récit autobiographique ou quelque chose comme ça, mais de partir d'un positionnement plus personnel, oui c'est vrai. J'espère avoir la possibilité de le faire dans les années qui viennent. Oui. On en est certain. Alors j'ai oublié de présenter Rosie Barbanegra. Voilà, d'ailleurs nous sommes chez Rosie Barbanegra, donc qui a la gentillesse de nous accueillir pour justement parler peut-être avant tout de Barbanegra, de Paul Barbanegra, après avoir présenté Françoise. Alors Paul Barbanegra, j'ai peut-être déjà rappelé un petit peu sa biographie sommaire, et puis Rosie peut-être complétera. Moi je vais dire voilà, les éléments qui sont des éléments officiels. Donc Paul Barbanegra est né, ce qui est important, en Roumanie en 1929, et il est décédé en 2009. Il est connu pour une filmographie, notamment les 12 films qui s'inscrivent dans une série qui passait à la télévision intitulée Architecture et géographie sacrée du tourisme au pèlerinage, c'est le sous-titre. Donc là, on a des films qui sont des films cultes, on peut dire maintenant, avec un premier épisode en 1978 sur Versailles. En 1978 également, le Mont Saint-Michel et l'Archange de Lumière. Après Notre-Dame de Paris, toujours en 1978. En 1981, Reims, cathédrale du Sacre. 1981, Paris, Arche du Temps, avec toujours là, comme scénariste Jean Faure. Il changera de scénariste par la suite. 1985, on sort du territoire sacré français pour aller à l'autre bout du monde avec le serpent à plumes et les peuples du 5e soleil. Voilà, et là on a comme scénariste Fernand Schwartz. 1985, Teotihuacan, capitale mythique du Mexique ancien. Donc là on est vraiment dans un autre pôle de l'imaginaire, mais qui a des connexions bien entendu avec ce qui se formule dans notre propre patrimoine franco-français. Et puis après, donc Delphes, l'Égypte, miroir du ciel, le roi pharaon, le roi prêtre de l'ancienne Égypte, Osiris, et puis le dernier en 85, le temple grec. Puis après, il y a eu 3 autres films, un sur une personnalité que je ne connais pas, en 75, Jean Harpe, et puis les films aussi sur Mircea Eliade, voilà, qui sont également très importants. Donc 12 films qui s'inscrivent dans la série télévisuelle, et puis 3 autres films après parallèlement. Et il me semble que Paul Barbanegra, après, a eu des engagements un peu politiques, si on peut dire, au sens noble du terme, à la chute de Ceausescu, c'est ça, hein, il est reparti, je crois, en Roumanie. Est-ce que vous pouvez nous parler, donc, maintenant de façon moins officielle, de ce cinéaste qui nous tient à cœur, donc Paul Barbanegra? En étant cinéaste, il a toujours été très attaché à la Roumanie et il était à l'extérieur le chef de file de la contestation à Ceausescu. Il était même menacé de mort plusieurs fois. Et donc, à la chute de Ceausescu, il a été appelé en Roumanie. On lui a proposé le poste de Premier ministre qu'il a refusé. Mais il a accepté d'être, non pas ministre des Affaires culturelles, il n'aimait pas les titres, mais il a incarné le ministère de l'Éducation, des Beaux-Arts, enfin, il a fait un travail extraordinaire en Roumanie. Et d'où est venue sa passion pour l'architecture et plus largement le patrimoine sacré, les hauts lieux? C'est à la lecture de René Guénon et d'Éliade. Ah, René Guénon, d'accord. Et Il d'Éliade. était plus guénonien que éliadien. D'accord. Il n'a pas été tenté justement de faire un film à un moment donné sur Personne René n'aurait Guénon? accepté, de toute façon. C'était vraiment Guénon, c'était la bête D'accord. noire même des grands intellectuels, D'accord. comme celle Kitamagoui. Donc en Roumanie, il était le chef de file du nouveau documentaire D'accord. et des critiques de cinéma qui avaient été invités au festival de Mamaia, qui était le grand festival du film en Roumanie,
donc c'était Georges Sadoul et Henri Chapier à l'époque, ont vu un film de Paul et ils ont été tellement enthousiastes qu'ils l'ont invité à venir en France. Et c'était pour Paul l'occasion de choisir l'exil parce que les Roumains ne pouvaient pas quitter la Roumanie communiste. Et si un Roumain, par exemple, mettait dans sa valise des vêtements d'hiver et des vêtements d'été, il était immédiatement refoulé parce que ça signifiait qu'il voulait rester. D'accord. Donc, Paul a accepté cette invitation sans même en parler à ses parents. Parce que si les parents versaient une larme à l'aéroport, immédiatement, Paul aurait été refoulé. Ça voulait dire qu'il allait rester. Donc, il est arrivé en France et il s'est inscrit comme réfugié politique. Et il est resté réfugié politique pendant des années, jusqu'à ce qu'il me rencontre. À l'époque, j'étais sculpteur et j'exposais au Musée d'Art Moderne. Et c'était l'époque où il y avait des colloques pendant la Biennale. Et lors d'un colloque, il y avait des artistes qui parlaient de l'art cinétique, dont il y avait Vasarely, 2 ou 3 autres, et puis un barbu que personne ne connaissait. Et quand le barbu a pris la parole, j'étais tellement subjuguée. C'était tellement différent de tous les autres discours, parce que lui introduisait le sacré dans l'art, immédiatement. Et donc, à la fin du colloque, je me suis précipitée pour chercher à le connaître, mais il y avait déjà plein de femmes qui m'avaient précédée, donc je n'ai pas pu lui parler. Et je me suis dit, voilà, ce type s'intéresse à l'art cinétique, donc il n'y a qu'une galerie à Paris qui expose les cinétistes, c'est Denise René. Eh bien, me dis-je, je vais aller à tous les vernissages de Denise René et je finirai sûrement par le rencontrer. C'est ce que j'ai fait. C'est ce qui s'est passé. Et c'est comme ça que j'ai mis le grappin sur lui. D'accord. Et après, c'est une longue aventure qui a duré donc... 3 ans. D'accord. Je déposais des bouquins sur l'art chez sa gardienne. Je faisais tout ce qu'une femme peut faire, sauf le côté sexuel, pour essayer de l'intéresser. Mais c'était un parcours du combattant qui mériterait plusieurs livres. Et j'ai fini par l'intéresser quand il a fait venir ses parents de Roumanie. Il était complètement perdu parce qu'il ne savait pas comment les loger, comment s'en sortir avec ses parents, qui ne parlaient pas un mot de français. Et là, je suis venue à son secours. Et voilà, une amitié de son côté s'est créée comme ça, doucement, doucement. Et puis, il a fini par mieux me connaître et il a accepté de m'épouser, donc c'est moi qui l'ai demandé en mariage. Incroyable. Quelle détermination! Parce que, comme je sortais tout le temps avec lui, ma mère me dit, écoute, bon, il n'est pas juif, mais il est vraiment très bien, il est intéressant cet homme. Si tu veux l'épouser, on ne sera pas contre, on fera un beau mariage. Parce que dans ma famille, il n'y avait jamais eu de mariage mixte. En plus. C'était juif. Alors, j'ai épousé Paul, mes parents l'ont adoré. C'est une très belle histoire. Et il a été proche de mes parents jusqu'à leur mort, il a été formidable. C'était un homme exceptionnel. Bon, ça ressort d'ailleurs dans ces films, hein. On sent qu'il y a une présence d'âme qui dure avec le temps, hein, parce que les films souvent se ternissent. Et là, on sent que la présence de l'auteur est toujours là et fait que ces films sont touchants. Et il y a une espèce de palpitation d'âme qui les rend toujours, en fin de compte, puissants dans les impacts qu'ils produisent. Alors Françoise, ta rencontre avec Paul Barbanegra. D'abord dire combien je trouve émouvant d'enregistrer ici cette séquence, parce que Paul et Rosie, pendant des années, ont été des hôtes incomparables. On a passé des soirées exceptionnelles. J'ai connu ici tout l'exil roumain, hein, Eliade, Sioran, Ionesco, etc. Et véritablement, ce sont des souvenirs magnifiques qu'ils nous ont offerts. Donc, rendre hommage à Paul ici, justement, avec Rosie, je crois que ça allait de soi, enfin, en ce qui me concerne. Alors, Paul, je l'ai rencontré au Centre de recherche sur l'imaginaire, qui avait été créé par Gilbert Durand peu après la publication des structures anthropologiques de l'imaginaire. Gilbert Durand avait créé un centre de recherche sur l'imaginaire qui avait son siège principal à Chambéry
et qui ensuite a essaimé à travers le monde. Il y en a maintenant au Brésil, un peu partout dans le monde. Et c'est dans le cadre des activités du centre que j'ai rencontré Paul. Voilà. Gilbert Durand organisait chaque année des colloques, et il est vrai que à l'époque, enfin c'était dans les années 70 à peu près, moi je n'avais pas encore commencé ma thèse, enfin j'étais tout juste sortie de l'université à peine, c'était tout à fait exceptionnel, c'est-à-dire c'était un projet absolument audacieux de s'intéresser à l'imaginaire d'une part, et puis de solliciter des gens qui avaient des réputations internationales. Donc c'est là que j'ai rencontré Paul, qui était un fervent admirateur de Gilbert Durand, et ensuite nous avons noué amitié, j'ai connu Rosie, et quand je suis venue à Paris dans les années 80, eh bien voilà, Rosie et Paul sont devenus mes plus fidèles amis, et nous n'avons pas cessé de nous rencontrer, d'échanger, etc. Voilà, donc c'est là que j'ai découvert la personnalité, comment pourrait-on dire, balkanique, un peu explosive de Paul, et qu'une amitié s'est nouée, que la mort seule a comment dirais-je, oui, interrompu, mais pas distendue, parce que sur le fond, nous restons très proches. Les relations que les uns et les autres avaient, ça c'est une autre question. Bien sûr, Durand et Corbin, alors Durand, je précise, a été, bon, moi j'ai été son étudiante, et ensuite, plus tard, des années plus tard, puisque je n'ai pas fait ma thèse de doctorat d'État dans la foulée, disons, de l'agrégation, j'ai attendu un certain temps, pour des raisons familiales, et Gilbert Durand est devenu mon directeur de thèse. Donc il a accepté une thèse sur l'alchimie en philosophie, évidemment dans une perspective philosophique, mais néanmoins c'était quand même extrêmement audacieux, enfin courageux de sa part, et c'est dans cette mouvance, disons, qu'il m'est arrivé effectivement de rencontrer, pas très souvent, mais quand même, Henri Corbin, à travers l'université Saint-Jean de Jérusalem, qui était une autre institution créée justement par Corbin, par Antoine Fèvre, etc. Donc disons que j'ai baigné voilà, dans ce bain-là, qui, au fond, dont le dénominateur commun, c'était de, comment dirais-je, non pas simplement de s'insurger contre le monde moderne, parce que il y a évidemment de ça dans cette position, à la suite donc de Guénon en particulier, mais c'était aussi de revaloriser, de remettre au jour et de transmettre un patrimoine spirituel que la modernité, disons, avait eu tendance à occulter, voire à détruire. Bon. Donc il y avait tout un travail là de réhabilitation qui était le souci commun de tous ces penseurs qui, au demeurant, avaient des différences majeures. Hein, bon. Mais enfin, le lien entre Corbin et Durand était très fort. Et il y a une autre institution aussi qui était un lieu de réunion, c'est le Cercle Eranos. Le Cercle Eranos à Ascona, auquel participait Gilbert Durand, qui date des années 1933, et qui a été un foyer de dissidence intellectuelle et spirituelle important, hein, jusqu'à nos jours. Moi, j'y ai parlé en 2014-2015. Oui, c'est un cercle où se rendait très régulièrement Carl Gustav Jung. Oui, oui, bien sûr. Oui. Jung, ce qui date des années, quelles années, de 1900. Voilà. Non, mais la liste des gens qui ont parlé au Cercle Eranos est absolument impressionnante. On a fait une émission récemment, d'ailleurs, sur Fréquence protestante, dans l'émission de Catherine Gras, là-dessus. Donc, si vous voulez, c'était toute une mouvance, voilà, constituée de mouvements différents, de groupements différents, mais dont l'objectif commun, je vais peut-être employer un grand mot, mais je crois que c'est celui quand même qui me vient, c'était de réhabiliter une certaine chevalerie spirituelle. Corbin, c'était la grande obsession de Corbin, ça, et c'était d'ailleurs un lien avec Gilbert Durand. Cette question de la chevalerie spirituelle,
qui était très présente dans les travaux de l'Université Saint-Jean de Jérusalem, bien sûr. Voilà, et donc aussi d'explorer des savoirs perdus, hein, tels que l'alchimie, l'hermétisme, l'astrologie, etc. Et de montrer qu'il y avait là une anthropologie. Ça a été le propos de Gilbert Durand dans Sciences de l'homme et tradition, en particulier, hein, qui est un de ses grands livres. Donc voilà, j'avais avec Gilbert Durand une amitié profonde, filiale, je dirais même. Il m'appelait souvent ma fille, bon, et qui a duré jusqu'à sa mort, là aussi. Hein, voilà. Oui, puis qui a laissé un livre magistral, un petit livre, mais qui est une ressource toujours d'actualité, son petit livre sur les symboles, je ne sais plus exactement le titre. L'imagination symbolique. Ouais, l'imagination symbolique, oui, qui est un petit livre tout à fait remarquable. Et bon, bien sûr, cette réhabilitation de l'imaginaire allait de pair avec celle du sacré et avec une relecture des symboles aussi. Hein. Et ça, Gilbert Durand rappelait toujours aussi qu'en philosophie, il y avait quand même un philosophe qui avait donné le coup d'envoi également, c'est Paul Ricoeur. Hein. L'article « Le symbole donne à penser » était tout de même dans les années 50 un texte novateur, un texte qui rouvrait justement une question qui avait été close par un rationalisme étriqué. Bon. Voilà, donc c'était extrêmement stimulant. C'est ce que je peux dire, c'est que j'estime que ça a été une grande chance de baigner dans cette atmosphère et de bénéficier des conseils, des enseignements. Je me souviendrai toujours de Mircea Eliade, que j'ai rencontré chez Paul Hérosi, et à qui j'avais donné, qui avait accepté de lire le premier tome de mes 3 tomes de ma thèse sur l'alchimie. Et Eliade a été d'une gentillesse et d'une simplicité, et il m'a dit, vous savez, moi je ne peux pas vous apporter grand-chose, peut-être quelques conseils bibliographiques, etc. J'avais trouvé ça absolument merveilleux. Et voilà, donc si vous voulez, je ne retrouve pas personnellement, je dois le dire, actuellement, cette atmosphère. On avait l'impression qu'un monde s'ouvrait, que plein de choses étaient possibles, qui se sont refermées aujourd'hui. Oui, tout à fait. De toute façon, quand on voit le succès... L'étroitesse d'esprit, les faux débats, etc., on a vraiment l'impression que nous avons perdu cette liberté d'esprit qui nous a enchantés dans les années 80, 90 au maximum, quoi. Oui, parce que c'est pas évident que les films de Barbanegra seraient actuellement réalisables. Est-ce qu'ils trouveraient des producteurs aujourd'hui pour faire ce type de film et les diffuser? Je ne sais pas, mais ce qui est surprenant, c'est que l'INA, sans rien me demander d'ailleurs, ils ont bien fait, ont restauré, numérisé les films et les ont mis sur un site. Je trouve ça extraordinaire. Oui. Oui, c'est déjà quelque chose d'extrêmement important, parce qu'en fait, on y accédait à travers des copies de copies sur Internet qui n'étaient pas de très bonne qualité, et ça a entraîné une certaine perdition. Toute la série restaurée, numérisée. Alors peut-être qu'il y a un retour justement aussi de l'appétence pour l'imaginal dans sa forme comme ça patrimoniale. C'est un mystère, je ne sais pas. Alors pour revenir à Paul Barbanegra, est-ce qu'il avait un projet global justement de film, ou est-ce qu'un film venait après l'autre, ou est-ce qu'il avait un petit peu comme ça une idée de cartographie? Il a fait le premier film, donc Versailles, sans projet global. D'ailleurs, sa productrice est en face de vous. Personne ne s'intéressait à son projet, parce qu'il n'y avait jamais eu de documentaire sur la symbolique, l'ésotérisme. Pour les gens de télévision, c'était vraiment... c'était quelque chose d'un peu dément, d'un peu dépassé, ça n'intéressait personne. Donc, je l'ai produit, le premier film sur Versailles. Et une fois qu'il a été terminé, Paul l'a présenté donc à FR3, et ils ont dit, écoutez, on va faire une tentative, on va le passer. Et une fois que le film est passé, il a battu tous les records de courrier, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'Internet. Il n'y avait pas d'Internet à l'époque. Jamais la télévision n'avait reçu autant de demandes de rediffusion. D'ailleurs, il y a eu un article qui a été écrit à ce propos.
Il a été diffusé 3 fois dans l'espace de 2 mois. Donc en 78, c'est ça? J'ai oublié, ouais, je crois que c'est ça à peu près. Et donc le succès était tel que Paul a fait la proposition de la série. D'accord. Et à ce moment-là, ils ont accepté de faire une coproduction. Donc c'est nous qui payons une partie, et nous un quart et eux les 3 quarts. D'accord. Alors, donc, parce que quand on regarde les dates, en effet, officielles de publication, donc il y en a déjà 4, je crois, en 1978. Donc, est-ce que les tournages se sont faits la suite les uns des autres très rapidement? Je sais pas, c'était en 10 ans, je crois, non? J'ai oublié. Alors, au niveau de l'écriture, par exemple, comment ça se passait? Parce que, bon, Versailles, peut-être, c'était un projet qu'il avait longuement maturé. Il avait l'idée. Et pour chaque film, il constituait une équipe avec les meilleurs spécialistes. D'accord. Que lui considérait les meilleurs spécialistes. Dont Jean Fort, dont le fameux Jean Fort. Qui était le type le plus marginalisé de la Terre. Assez spécial, je crois. Il faut dire qu'il faisait rien pour... Mais vous l'auriez pas supporté 5 minutes. Ce qui ne ressort pas du tout dans ses livres, hein, parce que ses livres sont vraiment très, très puissamment intéressants. Et l'aspect négatif de la personnalité ne ressort absolument pas. C'est étonnant, hein, d'ailleurs, d'avoir ce type de témoignage. Ouais. Paul avait une vision. C'est un visionnaire. Alors, on peut contester cette vision. C'est une vision traditionnelle, effectivement, mais dont il a eu le mérite, le génie, de restituer la cohérence. Hein, c'était un homme soucieux de cohérence, au point parfois que cette cohérence devenait un peu, comment dirais-je, elle enfermait quelque peu. Moi, il m'est arrivé de ruer dans les brancards avec Paul, bien sûr. Mais je crois qu'il est un des seuls à avoir poussé aussi loin la restitution d'une vision traditionnelle du monde, non pas au sens simplement désuet, quelque chose qui n'a plus de sens, mais pour restituer le sens que ça pouvait avoir et que ça pourrait toujours avoir. Si vous voulez. Oui, et de l'intérieur, parce qu'en cela, pour moi, qu'il est un auteur ésotérique, dans le sens où il montre la vie intérieure, la phénoménologie intérieure, qui se formule à travers les sites, depuis l'intérieur de sa propre âme. Moi, j'aime beaucoup aussi la dimension poétique de son travail, par exemple, sur le Mont-Saint-Michel. Sa façon de filmer aussi les paysages, qui est en fait en flux avec ces paysages. Enfin, il est très présent physiquement, moi je trouve, dans ses films, et psychiquement. Non mais disons que, enfin, ce que j'en ai retenu, c'est une personnalité très complexe, très déroutante, parce que son sens de l'ordre, de la cohérence, était poussé si loin qu'à certains moments, ça basculait vers un certain dogmatisme. Intolérant, même. Et en même temps, c'est l'homme le plus généreux, je crois, que j'ai connu. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui avait un besoin de partage. D'abord, qui avait une intelligence des êtres, une intuition extrêmement développée, et qui avait un besoin de partage, de transmission. Vous repartiez à chaque fois avec une pile de livres. Vous voyez, parce que Paul distribuait, allait acheter des livres, distribuait, etc. Donc, c'est ça la richesse de sa personnalité. Si on ne s'en tenait qu'à l'aspect dogmatique, on basculait vers une forme d'intolérance parfois assez difficile à supporter. Mais c'était pondéré, tempéré par cette générosité, par cette intelligence, et voilà, c'est une alchimie, entre guillemets, si on peut dire, très personnelle, qui était la sienne, et qui faisait qu'on était enrichi par sa fréquentation, par son amitié. Mais en ce qui concerne ses films, je crois qu'on voit justement, on perçoit la complexité de sa personnalité par le fait ce sont des films dans lesquels les images sont d'une beauté extraordinaire, je pense en particulier au Mont-Saint-Michel, et pour capter des images d'une telle beauté, il faut forcément qu'il y ait une sensibilité derrière. Hein. C'est pas avec des théories qu'on fait des images pareilles. Donc moi je suis très sensible à la beauté des images, et en même temps, c'est la restitution d'une vision cohérente de la place de l'homme dans l'univers. Encore une fois, qu'on peut critiquer, on peut ne pas adhérer à cette vision, mais elle a le mérite d'être restituée
comme disait toujours Paul, au plus haut niveau. Ça, c'était son expression favorite, au plus haut niveau. Ben voilà, il a restitué cette vision traditionnelle au plus haut niveau, à la fois quant à la beauté des images et quant à la structure du monde qu'il nous présentait et dont il restituait la, comment dirais-je, oui, la cohérence et à la fois aussi, comment dirais-je, comment cette vision pouvait être libératrice, contrairement à ce qu'on en pense, généralement. Hein. Pour les modernes, il n'y a qu'un enfermement là, alors que c'est aussi une vision qui ouvre l'horizon, qui dégage l'homme de sa finitude et de sa précarité. Donc c'est en ce sens que les films de Paul, je crois, nous interpellent encore aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que les monuments sont au sens étymologique, sont des invitations à la remémoration. Oui. Et Paul insistait beaucoup sur la question de la mémoire. Pour lui, la modernité est une époque qui a perdu la mémoire. Il n'est pas le seul à l'avoir dit, hein. Heidegger l'a dit aussi, et d'autres. Bon, et donc c'est tout un travail de remémoration. C'est des livres de pierre, hein, voilà, à commencer par Notre-Dame de Paris, par exemple. C'est à travers les images, parce qu'elles ont une portée symbolique, justement, que le visiteur, le pèlerin, est appelé à un cheminement intérieur qui peut-être se fait d'ailleurs sans son accord, qui se fait du seul fait qu'il soit là et qui s'ouvre à cette dimension. Donc je pense que les films de Paul restituent parfaitement cette dimension symbolique. Mais à partir du moment où vous vous ouvrez à cette dimension symbolique et où vous entrez de plein pied dans cette dynamique intérieure du monument, c'est-à-dire qui de toute façon relie le ciel et la terre, enfin qui vous remet en connexion avec une cosmologie, vous êtes nécessairement entraîné par ce dynamisme, et même si on ne parle pas d'énergétique, parce que là on en parle peut-être un petit peu trop maintenant, et un peu à tort et à travers, mais il y a forcément une imprégnation par l'énergie des lieux, forcément, même si ça n'est pas explicite. Alors, parmi les films de Barbanegra, est-ce que vous avez des préférences? Le Mont-Saint-Michel et Osiris. Oui. Je crois que c'est un peu mon choix aussi. Je crois que c'est les deux films que je revois avec plaisir. Et puis Françoise. Ben, le Mont-Saint-Michel, incontestablement, parce que là, je trouve qu'il y a une unité. Alors justement, je trouve que dans ce film, il y a une unité fluide qui est beaucoup, sans doute, causée par la présence de la mer aussi. Il y a une fluidité qui fait qu'on ne ressent pas le caractère très structuré et pédagogique aussi de certains films. Dans certains films, l'aspect pédagogique est peut-être un peu plus pesant. En tout cas, on sent du guénon orthodoxe, si vous voulez, derrière. Mais dans le Mont-Saint-Michel, je trouve qu'il y a une perfection, justement, entre ce qui est dit et puis ce qui est vu. Et là, l'image, le texte et la musique, fonctionnent de façon magnifique. Celui sur Notre-Dame aussi est très... j'aime bien celui sur Delphes également. Bon, mais je dirais que c'est peut-être ce qu'on peut en retenir aussi. Je crois que c'est important actuellement que nous reprenions conscience du patrimoine européen, non pas pour exclure les autres, attention, hein, pas du tout, puisqu'il y a, enfin, je crois que dans la vision traditionnelle, justement, guénonienne, il y a d'emblée un dépassement des particularités locales, bien sûr, au nom de la tradition primordiale, mais que nous reprenions conscience des trésors absolument inestimables que l'Europe a produites. En tout cas, moi, c'est un peu une de mes obsessions, hein, que j'ai exprimée dans Les Héritiers sans passé, par exemple.
c'est qu'on ne peut pas abandonner ce patrimoine simplement à la muséographie dans son aspect scientifique et touristique aussi. Hein. Il faut en finir avec le tourisme. C'est vrai que l'idée de renouer avec le pèlerinage me paraît quelque chose de très important. Et puis, justement, de prendre conscience que nous avons à protéger ces trésors inestimables. Et les protéger, c'est aussi apprendre à les relire. Oui, c'est ça, Ah, repenser la pensée du Tout à patrimoine. fait. Et en ce sens, ce que nous proposent les films de Paul, c'est une véritable herméneutique. Hein, c'est une interprétation, mais qui passe par un cheminement intérieur. Oui, puis il y a aussi quand même la transmission d'une connaissance, d'un savoir, et qui a aussi un intérêt à être redit et repris en considération. Oui. Est-ce que Paul, lui, avait une préférence dans les films qu'il a tournés? Est-ce qu'il a eu le temps d'ailleurs d'avoir suffisamment de recul, vu la grande productivité? La tension dans laquelle chaque film a été terminé, c'est une telle histoire de fou, parce que tout a été fait ici. Hein. La salle de montage était Ah ici. oui, Donc, mais il y avait des disputes épouvantables entre l'équipe qu'il constituait pour le commentaire. Lui, il était maître de l'image. Il constituait des équipes pour chaque film. Il y avait de telles désaccords, c'était épouvantable. C'était très dur. oui, parce que tout ça s'est fait dans d'une durée quand même assez Oui, et en plus, c'était toujours restreinte. du retard. Les films étaient déjà programmés à la télévision et pas encore terminés en montage et en commentaire. Ouais, donc une certaine urgence. C'était toujours dans l'urgence, c'était la folie. Bon, il y avait le caractère de Paul aussi, qui était quand même Entier. Il vivait dans l'urgence, Paul. Hein, c'est le sentiment que j'en avais d'être. Et puis, il ne savait pas faire semblant. Voilà. C'est un peu comme s'il il était dépositaire d'un message et qu'il lui fallait le transmettre vite, bien, au plus grand nombre possible. Donc il vivait, me semble-t-il, dans Urgence. ce sentiment d'urgence et ce sentiment aussi que le monde ne peut pas continuer comme ça. Alors, ce qui est très surprenant, c'est que quand la série est sortie, FR3, ils étaient tous convaincus que la presse tomberait sur eux, bras raccourcis. Et les plus élogieux ont été les journalistes de gauche. Dans le Canard enchaîné, il avait une demi-page. Dans l'Humanité, c'est incroyable, c'est que les journalistes de gauche l'ont encensé. C'est peut-être le signe aussi, et ça ce serait plutôt quelque chose d'encourageant, Oui. c'est peut-être le signe que justement ce clivage qui a été asphyxiant, enfin qui a paralysé la vie intellectuelle, culturelle pendant des décennies, que ce clivage peut être dépassé par une vision traditionnelle, mais disons au sens large et noble du terme, et que finalement nous nous retrouvons tous, enfin ce serait souhaitable en tout cas, derrière un certain nombre de valeurs fondamentales, et que ces valeurs, les films de Paul ont contribué à les transmettre. Et c'est en ce sens que je disais précédemment que peut-être Paul avait de l'avance de ce point de vue-là, pour montrer qu'on ne peut pas continuer, je veux dire, dans cette amnésie, c'était un mot qu'il employait très souvent, l'amnésie. Vous voyez, on ne peut pas continuer, et on est en train de s'en apercevoir aujourd'hui. L'amnésie nous conduit tout simplement à une espèce de suicide aujourd'hui, culturellement parlant. Donc il me semble que tout ce qui se passe maintenant en matière de réhabilitation du patrimoine, de retour à un certain nombre de savoirs ancestraux, etc., va dans ce sens, même si ça n'est pas accompagné d'une vision aussi rigoureuse et métaphysique que celle de Guénon. Mais il y a quand même un retour. De toute façon, on peut avoir l'impression comme ça de phase d'occultation et de désoccultation. Il y a des cycles. Tout à fait. Et ce qui est important, ce qui est rassurant, c'est de voir que
finalement, la perpétuation se fait par les uns, par les autres, et qu'il reste toujours au moins un serviteur Mais, à un si moment vous donné voulez, pour la question, qu'il n'y ait pas de quand même rupture savoir, définitive. et c'est ce que Gilbert Durand a posé dans Sciences de l'homme et tradition. La question, c'est de savoir si une vision, comment dirais-je, une anthropologie dénuée de tout rapport au sacré est vivable. Je ne sais pas si je... Si. Oui. Est-ce que c'est vivable? Non. Est-ce qu'il y Non. a une civilisation La réponse, on l'a, qui hein. a jamais pu vivre sans ce lien avec le sacré et sans un minimum au moins d'organisation de la vie sociale qui permet à l'homme de se sentir rattaché à l'univers? Je crois qu'on est en train de faire l'expérience que ça n'est pas vivable. Mais encore faut-il savoir quel est l'horizon qui s'ouvre. Il n'est pas dit que ce soit la vision guénonienne, mais en tout cas, je pense qu'il y en a d'autres. Mais c'est là la question. Moi, je pense que nous sommes à la fin de cette anthropologie coupée de tout, d'un homme hors sol. Et ça n'a jamais existé. C'est ce que dit Eliade, d'ailleurs. Oui, c'est ce que disait aussi Guénon et qu'il a répété régulièrement. Mais Eliade C'est une de dit ses idées autrement. maîtresses. L'homme art religieux ignore la transcendance, etc. La modernité est une exception, une anomalie d'une certaine façon. Bon, donc voilà, je crois que c'est tout ça qui est en jeu dans les films de Paul Barbanegra. Et c'est pas rien.